Fait ce remerciement par des consommations, c'est parfait. Alors, donc nous sommes l'APSES, donc l'association des professeurs de SES, et donc c'est nous qui organisons cet événement. Donc professeurs professeurs d'économie, de sociologie et de sciences politiques au lycée. En fait, on organise ces cafés-là parce que on trouve ça intéressant de discuter de sujets d'actualité dans un lieu ouvert à tous, avec des chercheurs qui puissent du coup nous éclairer sur des processus sociaux, économiques ou politiques, qui bien sûr ne vont pas nous dire ce qu'il faut qu'on pense, mais vont nous aider à réfléchir sur ces questions-là. Et le sujet du jour, donc démocratie, populisme, participation, mobilisation, quelle voie pour les citoyens, nous semblait un sujet particulièrement intéressant. Alors avant de rentrer dans le sujet, donc, il y aura un deuxième café sur la dette publique au mois de juin, début juin, le 9 juin, voilà, donc ça sera un vendredi également, à peu près à la même heure, également avec cette fois-ci 2 économistes et un sociologue. Et là, aujourd'hui, on a 2 sociologues donc, pour parler de ce sujet sur démocratie et populisme. Alors, donc, pourquoi ce sujet a été intéressant pour nous? On pense que ce sujet est important parce qu'actuellement, il y a on pourrait parler de crise ou de désaffection de nos démocraties modernes. Donc une démocratie moderne qui semble ne pas très bien fonctionner, et notamment ça se voit à travers le symbole de l'abstention qui est très importante en France. Alors il y a des professeurs de SES dans la salle, est-ce qu'ils savent les chiffres de l'abstention pour les dernières élections par exemple? En tout. Un chiffre? Est-ce que quelqu'un veut proposer un chiffre? Présidentielle, c'est 22%. Aux dernières présidentielles, les présidentielles, heureusement, mobilisent un peu plus, effectivement, que les autres élections. Les législatives, 50. Deuxième tour des législatives, 40% d'abstention. Et ensuite les élections municipales. Ouais, c'est ça, on pouvait effectivement avoir des taux d'abstention beaucoup plus importants. Et donc l'abstention symbolise un petit peu le fait qu'on a l'impression que la démocratie ne fonctionne pas bien, que les représentants politiques ne nous représentent pas. Il y a un désenchantement peut-être de la politique, et du coup une perte de de l'illusion, ce qu'en Espagne on appelle non pas l'illusion envers ce que pourrait être la démocratie, mais l'espoir, quelque chose, l'espoir d'une démocratie meilleure. Et donc c'est pour ça qu'on voulait faire intervenir nos 2 sociologues sur cette question, comment redonner de l'espoir dans la démocratie, comment faire revivre nos démocraties actuellement. Donc voilà, je vais peut-être laisser Gérard présenter les intervenants. Oui, vous m'entendez là? Ouais. Présenter les intervenants, mais juste avant quand même, normalement, vous avez dû vous en rendre compte, d'abord on est 2 à présenter, et donc aucun d'entre nous n'est Laurent Jeannot qui devait présenter. En effet, il a été rattrapé par le Covid. Ça marche pas. Ça a l'air un petit peu grave. Peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Sauf moi. C'est bon. Ça va? Est-ce que c'est mieux là? Tu parles bien dans le micro. Est-ce que c'est mieux? Bon, on va essayer de s'en passer. Donc, Laurent Jeannot, qui est le directeur de la rédaction du magazine Alternative économique, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, devait présenter ce café ce soir, mais il a été rattrapé par le Covid, qui lui a été gracieusement transmis par sa fille, et donc il ne peut pas être là, et donc un peu au pied levé, avec Johan ici présent,
on a décidé de prendre le relais. Donc je vous présente nos deux intervenants. Donc, à ma gauche immédiatement, Héloïse Ney, qui est la régionale de l'État, donc qui est sociologue à l'université de Tours, membre, alors je regarde, membre du laboratoire Critère, CITER, pardon. Ça commence mal. Cité, territoire, environnement et société, qui a enquêté notamment sur le mouvement des indignés et sur Podemos, qui a fait un peu suite au mouvement des indignés en Espagne, mais aussi a participé à une enquête sur les Français et la démocratie, donc elle nous parlera tout à l'heure. Elle vient de faire paraître, c'est là, un livre qui s'appelle La démocratie réelle, l'héritage des indignés espagnols. C'est tout récent, ça vient de sortir. Et avait publié auparavant, il y a quelques années, un ouvrage sur Podemos et un ouvrage aussi sur la démocratie participative. Je pense que c'est une des notions qui viendra aussi dans la discussion. Ça s'appelle l'urbanisme, la parole citoyenne. À gauche d'Héloïse, Federico Tarragoni, qui lui aussi est maître de conférence en sociologie, mais à Paris, dans une université qui s'appelle maintenant, je l'ai appris, Paris Cité, après avoir connu un certain nombre de noms, Paris 7, Paris Diderot, qui s'appelle maintenant Paris Cité. Il est aussi directeur du Centre de recherche interdisciplinaire sur le politique. Ses terrains d'enquête ont été notamment latino-américains, en particulier le Venezuela. Et il a pas mal travaillé donc, sur les manifestations du populisme en Amérique latine, mais aussi a enquêté sur certaines formes de mobilisation en France et notamment Nuit debout. Il a publié L'esprit démocratique du populisme, 2019 aux éditions La Découverte. Et il vient de faire paraître un petit recueil qui s'appelle Émancipation, aux éditions Anna Mosa. Voilà, cette présentation était faite. Donc d'abord, est-ce que tout le monde a... Non, tout le monde n'a pas de place. Moi, je prends des photos. D'accord. Okay. Donc, l'intitulé, c'est, comme vous l'avez vu, démocratie, populisme, mobilisation, donc ça brasse un champ assez large. Bon, il s'agit, pour l'essentiel, de s'interroger sur les formes de démocratie, on va dire, qui ne correspondent pas forcément aux formes habituelles de la démocratie électorale. Et interroger ces manifestations-là, alors, au premier chef, le populisme, dont on sait qu'aujourd'hui il est mis un peu à toutes les sauces. On parle sans arrêt de populisme. Certains des candidats à la future présidentielle en France sont taxés de populisme, qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, donc en balisant quand même assez large sur l'échiquier politique. Finalement, ce terme est employé aujourd'hui un peu comme synonyme de démagogie. Qu'en est-il exactement? Et je pense que ce sera une des tâches, particulièrement de Federico, que d'aller voir un petit peu plus près, nous dire ce qu'il faut entendre par ce thème, et notamment par l'histoire de ce concept ou de cette pratique démocratique. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, vous demander à chacun d'entre vous de faire assez rapidement, on va dire une dizaine de minutes chacun, je sais bien que c'est une gageure absolument impossible, une présentation
on code vos résultats d'enquête sur vos terrains étrangers, l'Amérique latine d'un côté, l'Espagne de l'autre. Après quoi, il pourrait y avoir peut-être une première série de questions venant de la salle. Et on pourra, dans une deuxième fournée, en venir peut-être plus particulièrement aux résultats de vos enquêtes en France, pour reposer les questions antérieures, mais à partir des expériences françaises. Alors je vais peut-être dans un premier temps laisser la parole à Federico, d'accord, avec un certain nombre de questions. Hein, et puis je laisserai ensuite Johan qui lui posera les questions à Héloïse. Alors, question un peu en vrac. Hein. Comme d'habitude, on sait bien, je pose des questions et vous répondez à ce que vous voulez, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu trahi par la technique, il va falloir... Alors d'abord, une question de base, puisque c'est le titre d'un de vos livres. Le populisme, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un mouvement social, une idéologie, un mode de gouvernement? On parle de gouvernement populiste. Si ça se rapproche d'une idéologie, quelles sont ses particularités? En quoi c'est différent soit du communisme, soit du fascisme, par exemple? Et puis, le populisme, une fois arrivé au pouvoir, enfin, quand des gouvernements se réclamant du populisme sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce que ça a donné, le populisme en action au gouvernement? Voilà. Je n'imagine pas que vous puissiez, en 10 minutes, répondre de manière détaillée, élaborée à toutes ces questions, mais voilà quelques pistes que vous allez certainement vous saisir. Et je commence quand même avec une présentation des résultats de terrain. Bon, est-ce que vous m'entendez là-bas? Bon. Donc j'essaye de parler fort pour que... bon, d'abord, merci de cette invitation. J'ai toujours beaucoup de plaisir à intervenir dans les événements organisés par l'ABSES, parce que j'étais dans le passé professeur de sciences économiques et sociales, même si j'ai jamais enseigné au lycée. J'ai passé les concours et donc voilà, c'est une discipline que j'aime beaucoup, que je trouve très importante. Et malheureusement, on ne dit pas assez. Donc, alors, comme ça a été dit, effectivement, j'ai travaillé sur le Venezuela et j'ai travaillé sur des dispositifs de démocratie participative au Venezuela qui avaient été mis en place en 2007 dans le cadre d'une loi qui s'appelait la loi des conseils communaux. Et donc ces dispositifs participatifs visaient à faire participer les habitants à la prise de décision concernant les politiques publiques locales, et en particulier les politiques sociales, culturelles, éducatives et urbaines. Donc voilà, le contexte était celui d'un gouvernement de gauche qui avait mis en place une nouvelle constitution très rapidement. Chavez gagne les élections en 98 et la nouvelle constitution est mise en place en 2000 avec une assemblée constituante. Et cette constitution scelle les principes de la démocratie directe, participative, populaire et protagoniste. Et dans le cadre de cet énoncé très général, il s'agit au fond de créer des comités d'habitants, notamment dans les quartiers populaires, pour à la fois décentraliser les politiques publiques et responsabiliser les bénéficiaires des politiques sociales et les associer d'une certaine façon à la prise de décision. Donc, moi j'étais assez fasciné à l'époque, étant par ailleurs aussi un peu militant de la gauche radicale, par ce tournant de gauche que connaissait l'Amérique latine. Et j'étais particulièrement fasciné parce que vous aviez à la fois un État très personnalisé, qui développait quelques penchants aussi autoritaires, mais qui choisissait délibérément d'accorder
aux habitants des quartiers populaires, c'est-à-dire à des individus sans compétences politiques, sans parcours militant, sans titre particulier, un droit de décision sur les politiques publiques qui les touchaient au premier chef. Voilà, donc je suis allé sur le terrain entre 2007 et 2011. J'ai fait plusieurs séjours de terrain, pour un total d'à peu près 1 an. Et j'ai enquêté sur 4 régions du Venezuela, avec quand même un primat pour vraiment les comités d'habitants de la capitale, dans plusieurs quartiers populaires. J'ai aussi fait des enquêtes sur des comités d'habitants en région indigène, auprès de 2 ethnies à la frontière avec la Colombie, dans une région ouvrière, au centre du Venezuela, et dans une région andine, à 4000 mètres, donc auprès voilà, du comité de paysans qui avaient des problématiques tout à fait particulières. Donc j'ai observé les assemblées d'habitants, tous les documents qui étaient produits au sein de ces conseils communaux. Et le principal résultat que j'en ai tiré, c'est que ces comités étaient des sortes de bancs d'essai de la démocratie, dans lesquels des habitants, souvent sans diplôme, sans compétences politiques, parfois sans même aucun rapport à la politique, c'était devenu des abstentionnistes ou ils votaient par pure tradition familiale, se retrouver un goût pour la politique de proximité en fait, donc décider de choses très concrètes, faire des choix très concrets entre, je sais pas, privilégier par exemple l'installation d'un camp de foot pour les enfants ou plutôt l'assainissement de la route, donc voilà, des choix vraiment de cet ordre-là, et qui se retrouvaient à débattre publiquement entre voisins pour justifier leur choix. Et donc, si vous voulez, il y avait une sorte d'argumentation démocratique qui se mettait à l'œuvre, puisqu'ils étaient obligés, il et elle, d'ailleurs c'était souvent des femmes, il et elle étaient obligés de sortir un tout petit peu de leur rôle d'habitants ayant des intérêts particuliers, une histoire particulière, etc., pour défendre l'intérêt commun du quartier, voire même des droits universels. Hein. Un droit à l'habitat, des droits rapportés à l'enfance. Il faut quand même penser que les quartiers dans lesquels j'ai enquêté à Caracas sont des quartiers populaires frappés par une très très grande précarité, voire une pauvreté extrême, marqués par une très forte ségrégation urbaine, une marginalité sociale très importante, et par une emprise très forte du narcotrafic. Hein. Donc, moi, je me marrais quand je faisais des journées doctorales à Paris avec mes collègues qui travaillaient sur des objets très faciles. Et moi, j'ai enquêté entre autres sur le quartier le plus dangereux du monde en termes de taux d'assassinat, qui ne se trouve pas à Rio, mais qui se trouve à Caracas, avec à peu près 1,5% de taux d'assassinat, sans compter évidemment les assassinats par la police. Voilà, donc il y avait une sorte de politisation, pour le dire facilement, des habitants, via la participation, via voilà, cette argumentation démocratique. Et en même temps, vous aviez un État qui cherchait de plus en plus à les contrôler, notamment en faisant pénétrer de plus en plus le parti chaviste dans les espaces populaires. Donc j'observais notamment vers la fin de mon terrain une proximité de plus en plus importante entre ces comités d'habitants qui devaient en principe être politiquement neutres, hein, comme des sortes de conseils citoyens, quoi, et le parti. Vous voyez, ils étaient parfois obligés d'adhérer au parti pour avoir des financements, etc., etc. Et donc pour moi, qui avait eu beaucoup de travaux sur le populisme en Amérique latine, qui est une tradition très particulière, le Venezuela, tout comme la Bolivie d'Evo Morales et l'Équateur de Rafael Correa, était représentatif d'un renouvellement de la tradition populiste. Mais je n'étais pas le seul à le dire, hein. Et toute la sociologie latino-américaine qui disait ça. Et cette tradition populiste remontait à l'Argentine de Perón, donc à des expériences très connues et très, très particulières. Donc quand je suis revenu en Europe, vous imaginez mon étonnement
en écoutant les médias, même mes amis, mes voisins, parler de populisme, comme tu l'as dit, un peu dans toutes les sauces. Et c'était entre 2012 et 2015, c'est-à-dire vraiment quand on étudie un tout petit peu les médias, le moment de monter en flèche de ce mot dans le discours public, jusqu'à 2016, qui a été l'année où le populisme a été le mot le plus prononcé à l'échelle globale dans les commentaires politiques. Tel point que le Cambridge Dictionary en a fait le mot de l'année. Vous savez que le Cambridge Dictionary élit un mot par an, et cette année-là, c'était le populisme. Donc, si vous voulez, moi j'ai été à la fois très étonné de voir que ce mot pouvait être employé dans des significations aussi différentes que celles qui, en Amérique latine, sont stabilisées depuis les travaux sur le péronisme, et avec autant de confusion. Donc, j'ai fait une petite enquête auprès de mes voisins, de mes amis, de mes collègues, pour leur demander qu'est-ce que, d'après toi, le populisme? Parce que moi, je ne vois pas très clair, en fait, dans ces usages médiatiques, et même des collègues qui l'utilisaient un peu dans toutes les sauces. Et en fait, on m'a répondu, c'est un truc plutôt d'extrême droite, mais qui peut transiter, en fait, à la gauche de la gauche, et qui renvoie à un certain usage du mot peuple, de l'opposition entre le peuple et les élites, qui porte d'une certaine façon, qui conduit à une menace, qui nous porte à la ruine. Je pense que cette définition très, très basique que donnent des locuteurs pas spécialistes de la question, au fond, nous dit beaucoup des problèmes du mot populisme lorsqu'il est utilisé à la fois dans les usages publics et à la fois comme concept des sciences sociales. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de problèmes. Le premier, le principal, il y en a deux. Le premier gros problème, c'est qu'il est employé souvent en tant que synonyme de démagogie. Et le concept de démagogie est très robuste, si vous voulez, parce qu'il a été défini par Aristote de façon très normative. Aristote visait quand même les sophistes, qui étaient un peu ses ennemis, quoi, dans le champ intellectuel, dans l'Athènes classique. Donc c'est pas non plus un concept anodin. Déjà, il voulait discréditer quelque chose, et des gens en particulier. Mais au fond, Aristote, il nous dit déjà ce que nous désignons par démagogie, c'est-à-dire un abus du mot peuple qui sert à flatter les bas instincts, qui sert à séduire, à promettre, et qui, au fond, ne va pas avec la responsabilité, c'est-à-dire on promet plus qu'on a des moyens de réaliser, et c'est un usage purement instrumental du langage politique qui sert à conquérir le pouvoir. Alors, aujourd'hui, à la faveur des démocraties, des médias, des démocraties de masse, j'ai envie de dire qu'en fait, tous les candidats, tous les hommes politiques sont démagogues. Tout simplement parce que les temps de la communication politique se sont tellement rétrécis qu'il est pratiquement impossible de ne pas sloganiser des contenus. Et ça produit des problèmes, notamment à gauche, avec un rétrécissement de la création idéologique, le fait qu'on est obligé de raisonner par slogan. Vous voyez la campagne électorale actuelle. Ça pousse à la démagogie, ce type de dispositif médiatique. Et puis, deuxième grand énoncé, qui pour moi pose énormément de problèmes, parce que tout comme si le populisme c'est de la démagogie, pourquoi ne pas utiliser le mot démagogie au fond, qui a des problèmes, mais qui dit bien les choses, qui montre que, voilà, quand on dit tel est populiste, il s'agit bien de le stigmatiser, de le discréditer, de dire qu'il abuse du mot peuple, et qu'il veut instrumentaliser ce mot pour ses propres fins. Et le deuxième problème, c'est que, c'est un peu ce que me disaient mes enquêtés dans cette enquête sauvage que j'avais faite. C'est-à-dire que c'est un mot qui désigne avant tout, en France et en Europe, l'extrême droite, alors qu'en Amérique latine, c'est plutôt la gauche, mais qui peut effectivement transiter à l'extrême gauche. C'est-à-dire c'est une espèce de menace commune aux extrêmes.
derrière cette idée, il y a une comparaison qui pour moi est totalement absurde entre la manière dont les discours d'extrême droite opposent le peuple aux élites et la manière dont le font les discours de la gauche radicale. On dit, en gros, c'est la même chose. Alors qu'en fait, quand on dit ça, tout simplement, on s'abstient d'analyser la façon dont les électeurs, les militants de ces guises extrêmes pensent leur manière d'être peuple et leur cible, c'est-à-dire les élites. Voilà, donc cet amalgame donne lieu à des comparaisons totalement acrobatiques, intenables en sciences politiques, entre des trucs qui n'ont rien à voir. Et la dernière élection présidentielle en a été la preuve, tous les candidats ont été désignés populistes. Mélenchon, évidemment, Marine Le Pen, Hamon, parce qu'il avait un programme un peu trop social et qui faisait dépenser trop d'argent, donc il était un peu trop démagogue, et même Macron, qui pour moi est l'opposé même du populisme, il a été désigné comme populiste parce qu'il opposait une sorte de peuple société civile à l'establishment politique en place. Donc, vous voyez quand ce terme, aujourd'hui, est devenu complètement inutilisable, même dans les usages scientifiques. Donc, ce que j'ai fait, ça a été, à mon sens, de faire la seule chose qui est possible de faire rigoureusement face à un concept qui dit trop de choses et dont il ne dit plus rien, c'est-à-dire prendre les seules expériences sur lesquelles tout le monde est d'accord. Dans la science politique, il y a un accord total sur 3 expériences politiques qui sont unanimement désignées comme populistes. C'est le populisme russe du 19e siècle, le populisme états-unien de la fin du 19e siècle, qui a donné lieu au premier parti populiste de l'histoire, le People's Party, le parti du peuple, et les régimes nationaux populaires latino-américains, c'est-à-dire les populismes en Amérique latine. Et il y a une variante populiste par pays. C'est vraiment une tradition très importante dans ce continent qui est associée à la construction démocratique dans ces pays, et notamment la construction des États-providence. Donc en comparant ça, je réponds de façon lapidaire à tes questions. En comparant ces 3 expériences, j'en suis arrivé à la conclusion que le populisme est une idéologie politique. Une idéologie politique qui n'est pas aussi structurée que le sont le socialisme, l'anarchisme, le communisme ou le libéralisme. Pour la simple raison qu'il n'y a jamais eu un manifeste intellectuel du populisme. Ou, pour être plus précis, il y en a eu un, mais personne ne le connaît. Et c'est l'ensemble de l'œuvre de Herzen. Alexandre Herzen, qui était un socialiste russe, qui était très en contact avec les milieux du socialisme utopique au début du 19e siècle en France. C'est un grand ami de Victor Hugo, c'était un grand admirateur de Marx, et il reprochait à Marx le fait que sa théorie du passage du féodalisme au capitalisme et puis au communisme ne pouvait pas s'appliquer en Russie parce que la Russie devait passer directement du féodalisme au communisme. Parce qu'ils avaient un outil pour ça qui était la commune rurale. C'est-à-dire les paysans étaient déjà organisés de façon communiste. Et donc il propose une nouvelle version du socialisme qui se rapproche beaucoup du socialisme utopique et qui est contraire à toute philosophie de l'histoire. C'est-à-dire à toute idée qu'on puisse prévoir d'avance la façon dont la révolution va se faire. Et qui va mettre en avant l'idée de l'autonomie du peuple. À l'opposé de ce que vont faire les marxistes au début du XXe siècle avec Lénine, avec l'idée de l'avant-garde. Ils sont contre l'idée d'une avant-garde. Alors c'est très contradictoire parce que ce sont des intellectuels qui cherchent à mobiliser le peuple contre le tsar, c'est-à-dire les paysans contre le tsar. Donc ils ont une position très étrange parce que ce sont à la fois une avant-garde intellectuelle, mais ils refusent ce statut d'avant-garde pour accorder au peuple le maximum d'autonomie imaginable. Cette tradition-là a donné l'anarchisme. Il ne faut jamais oublier que l'anarchisme est un produit du populisme. Il n'est pas né de rien. Bakounine est un populiste. Et c'est de l'exil qu'il tire, et c'est la même chose pour Kropotkin, grand observateur des communes rurales russes, c'est l'exil qui les amène de plus en plus à formaliser l'anarchisme. Voilà, donc c'est une idéologie politique structurée qui n'a pas un manifeste, parce qu'il n'y a pas eu au fond, de militantisme très, très important derrière cette idéologie-là. Ils ont, disons,
ce sont des mouvements très éphémères, mais il y a des écrits dans lesquels on peut retrouver les traces de cette idéologie, et c'est une idéologie encore moins structurée parce qu'elle est très basique. Contrairement au communisme, à l'anarchisme, au libéralisme, qui sont des idéologies très complexes, le populisme est structuré uniquement autour d'une opposition, peuple-élite. Mais pas n'importe quel peuple, ni n'importe quelle élite. Le peuple dont il est question, c'est la souveraineté démocratique du peuple. C'est-à-dire l'idée que la démocratie, le principe fondamental de la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et cette souveraineté, évidemment, vous ne pouvez pas l'exprimer de façon électorale. Elle doit s'exprimer d'une multiple façon, et pas de façon électorale. Parce que les gouvernements représentatifs vont avoir dans leur institutionnalisation une définition très aristocratique et très délégative de la souveraineté populaire. Je finis. Et pas n'importe quelle élite. Hein, l'élite, c'est pas un groupe social qu'il faut liquider, qu'il faut tuer. L'élite, c'est la force qui s'oppose à la souveraineté populaire en démocratie. C'est-à-dire, c'est une force qui dépossède la démocratie de sa souveraineté. Voilà. Donc, c'est une idéologie faiblement structurée et qui apparaît dans des moments de contestation sociale avec des mobilisations très hétérogènes socialement. Et nous avons vécu des mobilisations de ce type-là après la crise des subprimes en 2008. Voilà. Merci. Du coup, quelques questions pour Héloïse Ney maintenant. Donc vous avez travaillé sur le mouvement des indignés espagnols, donc qui démarre avec la manifestation du 15 mai 2011. Donc du coup, peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler, voilà, qu'est-ce que c'était que ce mouvement, quelles étaient ses revendications, quelles ont été ses formes par lesquelles il s'est développé, et ensuite quelles traces il a laissées dans la démocratie espagnole. Alors il y a une trace que peut-être nous on connaît un peu plus, qui est le mouvement Podemos, le parti Podemos. Est-ce que c'était la seule trace? Est-ce qu'il y a eu d'autres traces dans la démocratie espagnole? Et est-ce que l'institutionnalisation via Podemos a été une forme réussie ou une forme peut-être de trahison de ce mouvement? Merci beaucoup, merci pour l'organisation de ce débat. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Ça fait vraiment plaisir de voir du monde, de voir des étudiants, des collègues. C'est vraiment très, très agréable. Alors, pour revenir sur... c'est vrai que c'est un mouvement maintenant qui est un peu loin. Le mouvement des indignés espagnols, donc, qui a émergé à partir du 15 mai 2011, qui a émergé en fait... à la suite d'une manifestation qui avait été convoquée par les réseaux sociaux, par des collectifs, certains qui étaient très récents, qui étaient regroupés au sein d'une plateforme qui s'intitulait « Démocratie réelle maintenant ». Et en fait, donc, on était c'était en 2011, après la crise économique de 2008, et c'est intéressant de voir que les principales revendications elle portait vraiment sur la démocratie. On voit avec le nom de la plateforme, Démocratie réelle maintenant, on voit avec les principaux slogans du mouvement, ils ne nous représentent pas, nous ne sommes pas des marchandises dans les mains des politiciens et des banquiers. Ils appellent ça une démocratie, ce n'est pas le cas. Et donc en fait, la principale revendication, elle est démocratique. C'est-à-dire que ce que font les indignés, c'est de transformer une crise économique et sociale en crise politique, en pointant comme ça le manque de démocratie. Et donc en fait, ce qu'ils revendiquent, ce qu'ils vont contester, c'est pas seulement, c'est en partie les conséquences sociales de la crise économique, qui sont désastreuses en Espagne, un taux de chômage qui va jusqu'à plus qu'un quart de la population active, les expulsions de logements qui explosent. Donc ça, ils dénoncent ça, les conséquences sociales de la crise économique, la gestion de cette crise par leur gouvernement, avec des politiques d'austérité. Mais au-delà, ce qui est dénoncé, en fait, c'est les failles de la démocratie représentative, et donc cette démocratie réelle qui est appelée. Alors, les formes que ça va prendre au niveau de la mobilisation, au départ, ça va être principalement... en fait, il
la petite histoire, c'est que c'était pas prévu le fait qu'il reste campé à Puerta del Sol au cœur de Madrid, la place au cœur de Madrid. Et il y a quelques dizaines de personnes, en fait, c'est réprimé à la fin de la manifestation, il y a quelques dizaines de personnes qui décident de rester sur la place et qui vont initier un campement qui a duré un peu moins d'un mois. Et qui va se répercuter après sur toutes les places en centre-ville des villes espagnoles. Et c'est un mouvement, donc le premier temps du mouvement, c'est des campements qui s'organisent en assemblée, autogérés, et qui va se décentraliser assez vite dans les quartiers de la ville. Donc dès la fin mai 2011, en fait, il y a cette structure d'assemblée qui va, des assemblées générales, des groupes de travail, des commissions, qui va se répliquer dans les... Donc moi je travaille sur Madrid principalement, dans les quartiers, les villes de la périphérie de Madrid. Et donc il va y avoir comme ça une mobilisation qui va s'ancrer dans les quartiers, avec des actions locales qui vont être menées, des réseaux de solidarité au niveau local, des luttes contre les expulsions de logements, enfin beaucoup de mobilisation. Donc ça c'est le premier temps du mouvement. Et ce mouvement il va se transformer ensuite dans le temps. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée à Madrid. C'était faire une douzaine de jours que le campement était en place. D'abord j'ai observé ce qui se passait au niveau du campement, les assemblées dans les quartiers, en suivant particulièrement des quartiers populaires au sud de Madrid, et une ville périphérique qui s'appelle Parla, dans la banlieue sud. Et ensuite, pendant 10 ans, en fait, j'ai suivi les effets qu'avait pu avoir ce mouvement, donc les différentes formes que ça a pu prendre. Donc ça s'est transformé, il y a eu des mobilisations qui ont été très importantes, des manifestations très importantes jusqu'en 2013, notamment dans les services publics, ce qu'on a appelé les marées, dans les secteurs de l'éducation et de la santé en particulier. Ensuite, plusieurs années plus tard, il y a eu le mouvement féministe qui a connu un renouveau très important à partir de la première grève féministe en 2018, en se basant en partie sur l'impulsion des indignés, pas seulement mais en partie. Et puis il y a eu aussi d'autres effets, notamment beaucoup d'initiatives locales d'inspiration anarchiste, comme des squats autogérés, comme des coopératives, des réseaux de troc. Et à partir de 2013 et surtout 2014, l'émergence de nouveaux partis politiques et donc plutôt l'investissement du pouvoir institutionnel. Donc ça, c'est l'émergence de Podemos en 2014. Et ensuite, à partir de 2015, il y a des coalitions citoyennes qui se sont formées au niveau municipal et qui sont arrivées au pouvoir dans de nombreuses villes espagnoles, dont les principales, comme Madrid et Barcelone, entre autres. Donc en fait, moi, je me suis intéressée non seulement à l'événement en tant que tel, dire le moment qu'on appelle du 15e en Espagne, dire le mouvement du 15 mai 2011, mais aussi aux effets qu'a pu avoir cette mobilisation à plus long terme. Donc en suivant, en fait, au début en observant beaucoup d'assemblées, de manifestations, d'actions, et ensuite en suivant des participants qui avaient pris part, qui avaient des profils différents, parce que c'est un mouvement qui est très hétérogène, socialement, idéologiquement, et en suivant des individus dans la durée. Donc en fait, il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés au départ dans les assemblées. J'ai retrouvé une première fois entre 2013 et 2015, la plupart en 2014. Mon idée c'était de me dire, 3 ans après le mouvement, qu'est-ce que sont devenus les individus ? Et une partie de ces personnes, donc j'ai rencontré une quarantaine de personnes en cas d'entretien. La moitié d'entre eux, je les ai retrouvés ensuite en novembre 2019 et en octobre 2021 pour voir les effets à plus long terme en fait, de l'engagement. Et donc, ce qui émerge un peu comme résultat de cette enquête que l'on fait sur le cas espagnol, alors oui, aussi quelque chose que je ne vous ai pas dit, bien sûr, mon intérêt c'était de suivre les participants, de voir qu'est-ce qu'ils étaient venus, l'impact que pouvait avoir la mobilisation sur leur parcours, sur leur pratique, mais aussi de suivre une revendication, cette revendication de démocratie réelle. Qu'est-ce que ça peut bien être une démocratie réelle dans un régime dit démocratique? Pourquoi est-ce qu'on revendique une démocratie réelle et qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce que les personnes qui se sont impliquées dans ce mouvement ont mis en place ensuite par la suite en investissant des fois des lieux institutionnels ou non institutionnels? Enfin, qu'est-ce que c'est devenu cette revendication? Donc la principale, enfin, dans les éléments qui ressortent de l'analyse, c'est que le principal héritage en fait de ce mouvement des indignés, c'est d'avoir généré une nouvelle génération de militants. Certains étaient déjà politisés avant, d'autres non,
il y avait des novices de l'action collective, d'autres avaient déjà un parcours militant. Et donc d'avoir généré une nouvelle génération de militants qui se sont impliqués ensuite de différentes manières, dans différents types d'initiatives, et qui ont porté en fait cette revendication de démocratie réelle bien au-delà du moment des campements, de l'Assemblée à Pointe-à-l'Est. Et donc en fait, j'ai pu remarquer des effets très importants d'un mouvement que souvent on présente de manière assez éphémère. Hein, l'événement, le 15e, rien que le nom de dire que c'est le 15e, ça se réfère à une date. Le campement en tant que tel, ça a duré à peine un mois. Mais on peut repérer en fait des effets vraiment à long terme. Alors à la fois sur les participants, c'est-à-dire que ça a transformé littéralement les gens qui se sont impliqués dans le mouvement. Ça, on le remarque généralement dans les mouvements sociaux, en quoi ça change les individus qui s'y impliquent. Alors, bien sûr, chez les novices de l'action collective, c'est très visible, ces changements, les changements de voir le monde social, les changements de pratique à tous les niveaux, personnels, professionnels, politiques. Mais aussi, et ceux bien sûr qui se sont impliqués longtemps dans la durée, parce qu'il y a certains qui se sont désengagés assez rapidement, mais aussi ça a transformé les gens qui pouvaient avoir un parcours militant antérieur, qui pouvaient avoir de bonnes conditions de vie, parce que l'impact est très fort chez ceux qui connaissent une trajectoire de déclassement avec la crise économique. Et puis même ceux qui se sont impliqués pendant moins longtemps, moins intensément, on voit des changements assez importants. Donc on peut voir comme ça des changements au niveau des individus, et puis plus largement des changements au niveau des manières de faire de la politique, que ce soit dans les réseaux militants, associatifs, que ce soit dans les partis politiques, ou encore dans les institutions quand une partie des indignés arrive au pouvoir, notamment à l'échelle municipale. Et juste pour vous donner quelques exemples sur ces changements de faire de la politique, par exemple, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, de mobilisations qui ont suivi ensuite le mouvement des indignés. Je vous parlais des marées dans les services publics, qui ont été beaucoup influencés par les manières de s'organiser des indignés, donc avec ces assemblées autogérées, où il y avait une critique assez forte du principe de délégation de pouvoir, notamment aux syndicats. Et donc dans les marées, on voit les syndicats sont présents, mais il y a des tensions assez fortes. Par exemple, moi j'ai suivi en partie l'assemblée de la marée verte, donc c'était sur l'éducation, où des enseignants disaient, mais nous, face à des syndicalistes, nous aussi on doit avoir notre voix dans l'assemblée en tant qu'enseignants, même si on n'est pas syndiqué. Donc ça a créé en fait des tensions aussi sur les manières de s'organiser. Donc ça a eu un impact comme ça sur les mouvements sociaux. Il y a eu une explosion littéralement de toutes les initiatives locales d'inspiration anarchiste comme les squats autogérés. Il y a une tradition en Espagne qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut connaître en France, des squats collectifs, et qui a connu littéralement avec les indignés une explosion, une multiplication assez importante, et puis surtout des participants, des personnes qui se sont impliquées dans les squats qui n'avaient pas du tout les mêmes profils politiques, militants que les squatteurs habituels. Et il y a eu aussi un impact sur de nouvelles formations politiques. Même si ce que je montre dans le livre, avec l'expérience de Podemos, c'est que la transformation de la politique qui a permis par Podemos a été limitée parce qu'au départ, Podemos, l'objectif c'était de canaliser l'indignation en changement politique et ça a permis de donner une voix, ça a transformé clairement l'espace partisan, l'espace institutionnel, mais la préoccupation démocratique était au cœur des indignés. Quelque part, elle a été mise de côté, ou en tout cas elle était beaucoup moins centrale au profit de la conquête électorale, c'est-à-dire qu'il y avait cette volonté d'être efficace, d'aller vite, de remporter les élections, quitte à laisser de côté la préoccupation démocratique. Et de fait, c'est un parti politique qui très rapidement est devenu verticale, basée sur un leader, avec des formes assez autoritaires d'exercer le pouvoir, alors qu'au départ l'impulsion était beaucoup plus proche en fait des indignés, avec des cercles qui s'étaient diffusés un peu partout dans le pays. Donc par rapport à... Donc on peut voir comme ça des transformations, même si elles sont aussi en partie limitées notamment par l'expérience partisane. Et je ne sais pas trop combien de temps il me reste. Un petit peu. Peut-être sur un autre point que j'aimerais vous exposer, c'est qu'un des éléments de la recherche, c'est de voir justement qu'est-ce que c'est
cette démocratie réelle et comment est-ce qu'elle a été mise en place, non seulement à Puerto del Sol, mais ensuite par ces différentes expériences. Et ce que j'ai pu en fait repérer à partir des différentes trajectoires, des différentes expériences, c'est un peu 3 grands projets en fait de démocratie réelle qui reposent sur différentes manières de concevoir la participation et le rapport à la représentation. Alors, le premier ensemble de projets, en fait, l'objectif, ça va être surtout d'améliorer la démocratie représentative. C'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la représentation. Donc ça, c'est quelque chose qui était présent déjà en partie à Puerto del Sol. Alors, à Puerto del Sol, ce qu'il faut voir, c'est que les gens étaient très divisés sur le rapport à la politique. Certains voulaient améliorer le système politique actuel, soit en créant un parti ou au moins en influençant ceux existants, et puis d'autres voulaient pas du tout investir l'espace institutionnel en disant ce qu'il faut, c'est pas changer le système politique, enfin c'est pas améliorer le système politique existant, mais c'est le changer complètement. Et donc il y avait une partie des indignés qui réfléchissaient à comment améliorer le système politique, la représentation. Et ça, on va le retrouver ensuite très clairement avec les expériences qu'on appelait des municipalités du changement, donc ces élus qui arrivent dans les villes à partir de 2015 et qui vont essayer de changer les manières de faire de la politique à l'échelle locale en améliorant donc la démocratie représentative. Et une partie d'entre eux donc, vont chercher à avoir en fait des pratiques qui soient plus transparentes, qui soient plus participatives, et donc ils vont mettre en place notamment des espaces où, par exemple, à Parla, où il y a un certain nombre d'élus que j'ai rencontrés dans les assemblées qui sont arrivés au pouvoir, eux ils sont arrivés un peu plus tard en 2019, ils vont mettre des comptes rendus mandats très réguliers, vers des assemblées très régulièrement. À Madrid, il y a une partie de la nouvelle municipalité qui va mettre en place des forums locaux, des espaces en fait de discussion avec les associations de quartier qui n'existaient pas à Madrid. En fait, c'est une ville qui était tenue par la droite depuis très longtemps, il n'y avait pas ces espaces-là. Donc on reste quand même dans une démocratie plutôt de proximité, on essaie d'améliorer voilà, les relations entre représentants et représentés. Ça s'est fait beaucoup à l'échelle locale. À l'échelle nationale, il y avait des propositions des indignés à Puerto del Sol, notamment de changer le système électoral, que ce soit un système plus proportionnel, avec des mécanismes de participation réelle, de contrôle citoyen, et ça s'est peu mis en place. En partie parce que Podemos, quand Podemos arrive au pouvoir avec les socialistes à partir de janvier 2020, ils sont en position minoritaire en fait dans le gouvernement et au Parlement, donc ils ne mettent pas en place beaucoup de changements d'un point de vue de la pratique politique. Et aussi, on pourra en discuter en lien avec le populisme, parce que ce n'est pas forcément leur priorité en fait, la Podemos, c'est plutôt les questions de justice sociale. Et en tout cas, sur ces premiers ensembles de projets, donc c'est pour améliorer en fait la démocratie représentative. Le deuxième ensemble de projets, c'est pour dépasser en fait le rapport de représentation de délégation du pouvoir, davantage en instaurant des pratiques de démocratie directe. Alors ça, on retrouve bien sûr à Puerto del Sol, et dans les quartiers, le fait d'avoir ce système d'assemblée ouvert à tous, où tout le monde peut prendre la parole, où il n'y a pas de principe de délégation de pouvoir, de leadership. Mais on va le retrouver ensuite aussi dans des expériences municipales, et c'est notamment le cas de Madrid, où à Madrid, en fait, c'est assez intéressant parce que à partir de 2015, il y a une nouvelle délégation de participation citoyenne qui est mise en place. Et les gens qui vont s'impliquer dedans, l'élu et les principaux, les directeurs techniques et les principales personnes qui s'y impliquent, se sont rencontrés en fait Puerto del Sol, se sont en partie politisés Puerto del Sol. Et dans la partie plutôt digitale de Puerto del Sol, il y avait des rencontres physiques, mais il y avait aussi beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et en fait, ils vont essayer de mettre en place des processus qui contournent en fait qui contournent les élus et qui vont donner directement le pouvoir aux citoyens. Et donc, ils vont le faire en mobilisant beaucoup les outils numériques. Et c'est notamment une plateforme qui a été mise en place sur Internet qui s'appelle Decider Madrid, Madrid Décide, qui a été ensuite reprise par beaucoup d'autres collectivités parce qu'elle est sur un logiciel libre, et où un certain nombre de processus participatifs ont été mis en place, notamment le fait de pouvoir faire ce qu'ils ont appelé des votations citoyennes, qui est en fait le principe de référendum d'initiative citoyenne. Donc que n'importe quel citoyenne d'au moins 16 ans, quel que soit son statut d'ailleurs de citoyen ou pas, quelle que soit sa nationalité, puisse faire une proposition
propositions, et que les propositions qui obtiennent au moins 2% des soutiens soient soumises à référendum. Donc ça, c'est un des processus qu'ils ont mis en place. Ils ont mis en place aussi un système de budget participatif de cette manière-là. Donc là, on voit que l'objectif, c'est davantage de dépasser la représentation. On avait aussi dans ce principe, dans le cadre d'un parti politique qui est né un petit peu avant Podemos, en 2013, qui s'appelait le Parti X, et où tout son programme, c'était de dire pouvoir au peuple, en fait. Le principal élément, c'était la démocratie directe. Ils n'avaient pas tellement de propositions en termes de contenu des politiques publiques, par exemple sur la santé, sur l'éducation, mais leur proposition, c'était de démocratiser la prise de décision. Et donc, avec cette idée de dépasser, en fait, la représentation. Et finalement, le troisième ensemble de projets de démocratie réelle, c'est une hybridation entre différentes logiques démocratiques, à la fois représentatives, mais aussi directes, participatives, voire délibératives. Donc, quand une démocratie délibérative, c'est qu'on s'intéresse surtout plus qu'au contenu de l'accord, à comment est-ce qu'on se met d'accord, comment est-ce qu'on y arrive. Et là, on peut citer deux expériences. Il y en a une, alors c'est une qui n'a pas été mise en place, je vous en pense, qui est très, très intéressante sur l'idée d'hybridation. En fait, c'est un projet qui est intitulé Démocratie 4.0, qui a été promu par un député qui est arrivé, un député de Podemos en Andalousie, qui arrive au pouvoir en Andalousie en 2015, et son conseiller. Et ce projet de démocratie 4.0, c'est l'idée en fait que sur toutes les lois qui sont votées au Parlement, soit le Parlement national ou régional, les citoyens puissent décider soit de voter directement pour la loi eux-mêmes, soit de laisser les députés le faire à leur place. Et ça, donc, par un système qu'ils ont mis en place, notamment qui fait appel aux questions numériques, mais qui permettrait, alors bien sûr, les gens ne voteraient pas forcément sur toutes les lois, mais sur les lois qui sont polémiques, qui suscitent de la contestation, c'est un droit de veto, en fait, des citoyens sur les lois qu'ils souhaitent. Et en fait, c'est une manière, tout en restant dans le système représentatif, c'est une manière d'introduire, en fait, de la démocratie directe dans le système représentatif et de transformer les relations entre les députés et les citoyens et l'équilibre en fait entre les deux. Donc ça n'a pas été mis en place parce que même Podemos l'a jugé trop radical. Mais c'est assez intéressant je trouve en termes d'hybridation des logiques représentatives et démocratie directe. Et il y a un autre projet qui a été mis en place mais pas très longtemps. C'est un projet qui a été mis en place à la fin du mandat d'Ahora Madrid, donc qui était la coalition citoyenne qui arrive au pouvoir à Madrid, et je termine là-dessus, qui s'appelait l'Observatoire de la ville, et en fait qui est une chambre permanente de citoyens tirés au sort, qui, l'objectif c'était de discuter en fait des propositions qui étaient le plus votées par les citoyens sur le cadre de la plateforme numérique, parce que pour introduire en fait de la délibération, de la discussion par rapport à ces propositions, pour qu'elles puissent facilement arriver en référendum. Et donc là on voit une logique à la fois de démocratie directe, ce système de la plateforme numérique, mais aussi de démocratie délibérative en petits groupes avec les citoyens, et puis aussi avec le référendum et notre logique de démocratie directe. Donc en fait c'est ces trois voies qui sont à la fois différentes, ces différentes manières d'aborder le lien à la participation, à la présentation, mais qui sont assez intéressantes pour envisager qu'est-ce que pourrait être cette démocratie réelle. Donc cette expérience madrilène, madrilène et puis espagnole, au-delà, elle est intéressante pour ça. Et aussi, un dernier élément, c'est de montrer que ces transformations de manière de penser la démocratie et de faire de la politique, elles peuvent se penser non seulement depuis les institutions, qui est un des éléments, mais aussi depuis les organisations du mouvement social et les partis politiques. Et qu'il n'y a pas forcément un choix à faire en disant qu'il faudrait forcément privilégier la conquête électorale ou plutôt l'initiative locale, mais qu'on peut penser la démocratisation à ces deux niveaux. Merci bien. Du coup, on peut peut-être prendre des questions de la salle. Et après, peut-être on fera un focus plus sur le cas français, sur la démocratie plus en France. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Première question extrêmement difficile. J'ai une question un peu ouverte. Dans quelle mesure donc on peut désigner ce mouvement social espagnol comme étant populiste? Est-ce qu'il se revendique le populisme?
est-ce qu'il critiquait ouvertement Alors, cette question, peut-être je vais la dire par rapport aussi à ce qu'a dit Federico. Moi, je ne l'ai pas analysé en termes de mouvement populiste pour deux raisons. Alors déjà, il ne se revendiquait pas populiste. Et ensuite, pour tous les problèmes qu'a montré Federico de cette catégorie du populisme, qui est souvent utilisée en fait pour disqualifier des organisations ou des mouvements, qui souvent met derrière, en fait, c'est un mépris du peuple qui est derrière. Donc moi, je n'ai pas utilisé cette catégorie du populisme. En même temps, je me suis intéressée quand même à partir du moment où des acteurs s'en sont revendiqués. Alors, c'est pas avec les indignés. Les indignés ne disent pas populistes, mais quand émerge Podemos à partir de 2014, en fait, il y a une partie des fondateurs de Podemos. En fait, si vous voulez, Podemos a été fondé en gros par deux groupes, des professeurs de sciences politiques d'université à Madrid et à la Complutense, qui sont des professeurs qui étaient très militants, qui étaient impliqués dans les mouvements, notamment intermondialistes, qui connaissaient très bien les expériences latino-américaines qu'a présenté Federico, surtout le Venezuela, la Bolivie principalement, et qui étaient nourris, pour certains d'entre eux, des théories du populisme de Laclao et de Mouffe. D'Ernesto Laclao et de Mouffe, donc un philosophe argentin, une philosophe belge, qui ont beaucoup écrit sur le populisme de gauche. Et l'autre partie, si vous voulez, des fondateurs, c'était des militants anticapitalistes. Des militants d'un petit parti qui est un parti anticapitaliste. Donc une partie des fondateurs, les professeurs de sciences politiques, vont se revendiquer du populisme, en tout cas faire une lecture des indignés comme un mouvement populiste. Et là, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'eux vont vraiment lire, notamment Inigo Errejón, qui était celui qui portait le plus cette lecture, donc qui était le numéro 2 de Podemos en fait, au départ, un peu l'idéologue du parti. Et en fait, lui, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait fait sa thèse sur la Bolivie d'Evo Morales à partir d'une grille de lecture déjà populiste de Laclao et Mouffe. Et lui, ce qu'il dit, en fait, il voit les indignés, il dit ça, c'est l'incarnation des théories du populisme de Laclao et Mouffe, qui sont des théories bien spécifiques, où en fait, ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait de cette opposition entre le peuple et les élites, et ça c'est très présent dans les indignés. Si on regarde les slogans, si on regarde toutes les pancartes, le fait d'opposer les citoyens d'une part, ceux d'en bas, avec les politiciens, les banquiers, ça c'est très présent. Et aussi ce qu'il montre, c'est que c'est un mouvement qui correspond bien à ce que dit Laclao notamment, le fait de regrouper des gens très différents, des mouvements très différents, autour de ce qu'appelle Laclao un signifiant vide, c'est-à-dire un mot, une revendication, où les gens peuvent mettre beaucoup de choses derrière en fait. Et donc là, c'est notamment cette question de démocratie et de démocratie réelle, qui pourrait être le signifiant vide pour les indignés, où finalement c'est quelque chose qui permet à des luttes très, très différentes et des gens différents de se retrouver dans cette revendication, et donc d'unifier comme ça des luttes face aux intérêts de l'oligarchie. Et de ce point de vue-là, on peut lire les indignés comme un mouvement populiste. En tout cas, c'est la lecture que font une partie des fondateurs de Podemos, et qui va expliquer après au départ de Podemos, ça a changé depuis, mais au départ, Podemos va essayer de mettre en place notamment la stratégie discursive du populisme, en disant par exemple, plutôt que se repérer sur l'échelle gauche-droite, on va plutôt mettre en avant ceux d'en haut contre ceux d'en bas, et essayer d'avoir des signifiants vides qui permettent en fait de bouger les lignes. Donc ça, c'est une stratégie en partie discursive, c'est-à-dire de faire en sorte que de ne pas se retrouver en fait étiqueté à l'extrême gauche par des partis qu'on peut promouvoir, mais de pouvoir attirer des gens qui peuvent être parce qu'on va mettre en avant en fait les politiques sociales, et contre les expulsions, que ce soit plus large. Donc par exemple, au lieu de parler d'anticapitalisme, on va parler de démocratie économique, ce qui va permettre d'aborder les choses différemment. De ce point de vue-là, on peut parler du populisme tel qu'il est, est-ce qu'il est entendu et revendiqué par certains acteurs. Du coup, par rapport à cette question, évidemment, il y a une première manière de l'entendre de cette façon-là, c'est-à-dire d'en faire un concept indigène, au fond, un concept qui est mobilisé par les acteurs par rapport à des circulations intellectuelles et militantes entre l'Amérique latine et l'Espagne. Il y a aussi une autre manière de mobiliser ce concept, et c'est ce que je fais plus particulièrement, c'est-à-dire de comprendre au fond, avec la comparaison de ces trois séries d'expériences,
quel type de dynamique suppose le populisme. En fait, si vous comparez ces trois expériences, la première chose que vous découvrez, c'est que, comme je le disais, le populisme est une idéologie, disons, peu structurée autour de cette opposition très particulière du peuple et des élites. Mais vous découvrez aussi que ces trois expériences surgissent dans des contextes similaires de crise. Alors, c'est bien connu en sciences politiques que le populisme est un phénomène de crise. Mais en fait, on ne nous dit jamais quel type de crise, de quel type de crise il est question dans le populisme. Ou plutôt, on nous dit, voilà, c'est une crise à la fois économique, sociale, culturelle, civilisationnelle. Bon. Quand vous regardez ces trois expériences, vous vous rendez compte que ce sont des crises très particulières. Des crises où il y a une augmentation des inégalités sociales qui est liée à une crise économique, qui est perçu comme un problème démocratique par les acteurs qui vont se mobiliser. Dans le cas russe, vous avez le tsar, vous avez ces intellectuels qui vont mobiliser autour d'eux des étudiants, des intellectuels en voie de déclassement social, mais également beaucoup de femmes. Il ne faut jamais oublier que le populisme russe est très lié à l'émergence du féminisme en Russie. Un féminisme qui est très porté sur les questions de critique du patriarcat et de libération sexuelle des femmes. Une grande populiste russe, Vera Finier, a fini sa vie en prison en échangeant avec Marx. C'est l'une des figures fondatrices du féminisme en Russie. Donc voilà, il y a une crise économique très forte en Russie à la fin, vers la moitié du XIXe siècle, qui est liée en fait à l'inertie du modèle tsariste. Et cette crise économique paupérise, donc pas tellement les masses paysannes, si c'est le cas, mais elles ne se mobilisent pas vraiment, mais surtout produit un déclassement social de cette classe moyenne très éduquée, d'intellectuels, étudiants et de femmes lettrées. Alors je ne sais pas si vous avez vu la série de Tchekhov. Dans la série de Tchekhov, il y a un personnage typiquement populiste de cette époque, c'est Trofimov, qui est un étudiant désargenté, qui veut poser des bombes, qui est très révolutionnaire, qui devient nihiliste ensuite. Voilà, c'est le personnage typique que vont mobiliser ces intellectuels, qui vont donc aller chercher la paysannerie en 1874 pour la mobiliser contre le tsar, je disais, puis ils échouent parce que finalement les paysans les dénoncent à la police et ils seront tous tués, la plupart d'entre eux. Il en restera quelques-uns, notamment le frère de Lénine, qui faisait partie de cette mouvance populiste. Donc il y a une crise économique qui est repensée par un certain nombre d'acteurs qui vivent, disons, le déclassement social ou la précarisation produite par cette crise comme un problème démocratique. Il faut faire de la démocratie en Russie, et une démocratie qui ne serait pas réductible au modèle, ce que Herzen appelle le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire une démocratie libérale qui maximiserait uniquement les libertés et pas l'égalité. Il faut que ce soit une démocratie socialiste. Vous avez à peu près la même chose aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, il y a une énorme crise économique aux États-Unis qui vient de l'adhésion des États-Unis à l'étalon or. Vous êtes prof de SOS, vous savez ce qu'est l'étalon or. Donc ce système monétaire international qui raccroche toutes les devises à l'or. Et lorsque les États-Unis adhèrent à l'étalon or dans les années 1870, cela crée une énorme, une énorme appréciation du dollar qui va mettre en péril en fait les exportations de blé. Et donc ça paupérise les fermiers américains. Et vous savez à quel point, pour la République états-unienne, qui est fondée sur ce mythe jeffersonien du producteur citoyen, une crise agricole, d'ailleurs les États-Unis à l'époque c'était le grenier de l'Europe et du monde, voilà, c'est problématique. Donc vous avez des agriculteurs qui sont obligés de s'endetter, qui finissent par vendre leurs fermes, et comme en Espagne, la maison, c'est quasiment un droit constitutionnel aux États-Unis, donc ça produit des mobilisations très importantes. Vous l'avez vu avec les subprimes en 2008.
Et donc ils finissent par se mobiliser, ils créent des coopératives, et pareil, c'est le même phénomène, une crise économique qui est interprétée comme un problème démocratique par celles et ceux qui pâtissent des effets de cette crise. Et vous avez la même chose en Amérique latine. En Amérique latine, le populisme naît avec la crise de 29. Crise de 29, la grande dépression mondiale, qui produit une hausse spectaculaire des inégalités sociales dans tous les pays qui à cette époque dépendent de la demande américaine et de la demande européenne, parce que l'Amérique latine produit des matières premières et bien sûr des denrées agricoles. Ça produit des mobilisations ouvrières très importantes, des ouvriers urbains et des ouvriers agricoles, qui interprètent ça comme un problème démocratique, à une époque où la plupart des pays latino-américains sont gouvernés par des élites de notables, avec des systèmes électoraux extrêmement censitaires. C'est-à-dire vous avez très très peu de gens qui votent. Et ça donne Perón. C'est-à-dire, ça donne des mobilisations populaires qui sont ensuite captées par des leaders charismatiques, que ces mobilisations vont porter au pouvoir, et la plupart d'entre eux deviennent effectivement très autoritaires au fil du temps. Pas tous, pas tous. Il y a quelques cas qui contredisent cette espèce d'évolution, il n'y a rien de naturel dans cela, mais au fond, l'énigme du populisme, c'est cette espèce de dialectique très étrange et qui est sociologiquement passionnante entre une très grande horizontalité au sein des mobilisations sociales, ce sont des mobilisations extrêmement horizontales, comme les indignés, et une très grande verticalité, en tout cas une verticalité qui s'installe dans le rapport entre le gouvernement qui en émane et ses mobilisations. Et ça, c'est typiquement ce qui a fait mourir le populisme dans tous les pays d'Amérique latine. C'est-à-dire que soit l'État a complètement coopté les mobilisations populaires, soit en fait les mobilisations populaires se sont opposées parfois à l'État, au gouvernement qui en émanait. Donc ça c'est évidemment passionnant, c'est ce qui se passait au Venezuela lorsque je faisais mon deuxième terrain. J'avais plein de militants qui effectivement disaient l'État est devenu trop autoritaire, nous sommes radicalement démocratiques. Donc voilà comment un parti qui est issu de notre mobilisation pourrait nous les présenter. Donc voilà, en ce sens-là, il y a bien une dynamique populiste qui s'observe dans le cas de Podemos, mais pas uniquement, dans le cas des indignés et son institutionnalisation par Podemos. Ça s'observe en Italie avec le mouvement des référendums qui a été complètement inconnu en France, mais qui était très important dans mon pays, qui a donné lieu au mouvement 5 étoiles, sur lequel on a dit énormément de bêtises en France. Mais ça a existé également en Grèce, avec le mouvement des assemblées de la place Syntagma, et les indignés grecs, qui a donné lieu à créer un parti qui est Syriza. Et puis évidemment, le cas de la France est un peu particulier parce que c'est le cas de partis populistes qui n'émanent pas d'une mobilisation sociale. La France Insoumise, c'est un parti qui cherche à construire sa mobilisation sociale. Il y a eu des raccords, bien sûr, il y a eu des raccords à des moments donnés, mais c'est un cas assez particulier, parce que voilà, c'est un tout petit peu différent de la dynamique ordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si j'ai bien compris, donc le mot de populisme, il est péjoratif dans certains contextes, dans certains milieux, et en France, il est plutôt péjoratif. Est-ce qu'il a toujours été péjoratif? Est-ce qu'il y a eu aussi un moment en France où il y a eu des forces politiques qui se sont revendiquées alors en fait, le mot populisme, il est né à 3 moments différents, dans 3 pays différents. Il est né, en fait, l'original, la première acception du mot populisme, c'est Narodny Chesvo, donc c'est le russe, c'est le mouvement russe des populistes. Et en fait, littéralement, Narodny Chesvo, ça veut dire le mouvement des amis du peuple, mais Narod, en russe, veut aussi dire les démocrates. Donc il y a cette ambivalence qui est très intéressante. Et puis, le mot apparaît successivement aux États-Unis pour dénigrer
les fermiers mobilisés et le parti qui en émane, c'est-à-dire le People's Party. Donc populisme, c'est un mot qui apparaît dans la presse libérale pour stigmatiser en fait ce mouvement qui était trop populaire et donc un peu incompétent, quoi. On a dit ce mépris du peuple, mais aussi ce mépris de la démocratie. C'est-à-dire cette idée que le peuple pourrait avoir un mot à dire en démocratie, pourrait avoir un pouvoir de décision en démocratie. Sachant que les États-Unis, à cette époque, à la fin du 19e siècle, sont passés par deux étapes très différentes. Une étape madisonienne, fondatrice, c'est-à-dire des démocraties très élitaires, très oligarchiques, très délégatives. Vous avez des élites et il faut absolument maintenir le peuple très loin des affaires politiques. Et puis une étape jacksonienne, dans les années 1830, une étape qu'observe de Tocqueville lorsqu'il va en Amérique, où justement on élargit le suffrage et Jackson c'est un promoteur en fait de la souveraineté populaire en démocratie. Après c'est aussi un peu un autocrate, c'est toute la complexité de l'affaire. Et puis le mot apparaît enfin en français en 1907 comme une traduction du russe. En fait, populisme désigne les militants socialistes russes. Et puis il est repris dans les années 20 par, figurez-vous, des littéraires. Et donc ce sont deux critiques littéraires, deux romanciers, Terry et Lémonnier, qui reprennent ce mot pour en faire le manifeste d'une avant-garde littéraire, le roman populiste, qui aujourd'hui est complètement inconnu. Et Sartre a eu le prix du roman populiste, avec d'autres, des grands écrivains. Et justement, le mot est devenu tellement stigmatisant que l'institution qui décerne le prix du roman populiste a décidé de changer le nom de son roman au début des années 2000 pour l'intituler du nom de son premier récipiendaire. Justement, ça montre bien que le mot il n'est pas tout aussi prononçable que à cette époque. Donc ça c'est un peu l'histoire. Si vous voulez, pour l'essentiel, le mot servait déjà à l'époque pour discréditer des militants. En même temps, il avait fait l'objet d'une réappropriation par ses militants. Donc les Russes, ils le construisaient, ils l'avaient inventé pour se définir, quoi. Dire on est les vrais démocrates. Tout comme les Américains vont le reprendre. Ah, vous dites que je suis populiste, bah effectivement, je suis du côté du peuple, je suis populiste. Et puis en France, c'est typiquement positif. Le roman populiste, c'est un roman qui doit mettre en scène les vertus du peuple, la psychologie du peuple, considérant que le roman a été paralysé par une psychologie bourgeoise. C'est-à-dire qu'on n'a jamais représenté les classes populaires en littérature, à l'exception de Zola. Donc c'était ça ce qu'il cherchait à faire, donc il donne une signification très positive à ce mot populisme. J'ai une question pour Élise, c'était en fait, est-ce que tu as des informations aussi sur ceux qui quittent le mouvement en fait, voilà, qui viennent, en fait finalement, ils ne font pas grand-chose de cette idée de démocratie réelle, ou est-ce qu'ils entendent quelque chose, ils le refusent, voilà, c'était un peu pour, qui quitte le mouvement, pourquoi, et voilà, et si, en fait, je parlais des trois modèles, voilà, un peu les trois types d'idées de cette démocratie réelle qui vont être prises avec différents projets. Est-ce que ces militants, ils se retrouvent par ailleurs, est-ce que par exemple, ils se retrouvent quand même à l'occasion sur certains projets? Est-ce que, en fait, est-ce que c'est si cloisonné que ça? C'est ces trois modèles? Est-ce que ça circule en fait? Ouais. Alors, sur qui quitte le mouvement, effectivement, moi je me suis intéressée, comme j'ai suivi les trajectoires des gens qui s'étaient impliqués dans le mouvement des indignés. Là, vous avez plutôt parlé de ceux qui continuaient, et bien sûr, je me suis intéressée aussi à ceux qui ont arrêté de se mobiliser, ceux qui se sont désengagés, pourquoi. Alors là, il y a pas mal de facteurs de désengagement, en fait. Il y a un certain nombre de gens qui se sont désengagés à différents moments. Et un des éléments, par exemple, si on regarde les indignés, ça c'est assez intéressant par rapport à la question de la démocratie, comment elle se pratique, c'est notamment le fait d'avoir l'impression d'arriver à rien, en fait. Et notamment, un des éléments qui était assez central dans l'Assemblée des indignés, c'était la pratique du consensus. Bien pour prendre des décisions, toute décision, il fallait qu'il n'y ait aucun désaccord qui s'exprime. Donc, tout
tout le monde soit d'accord. En gros, c'était vraiment interprété en plus de manière assez unanime. Hein. C'était plutôt un synonyme de l'unanimité, comment c'était pratiqué à Port-Alexol. Et ça a généré pas mal de lassitude, notamment des gens qui n'étaient pas trop habitués à l'action collective, qui n'étaient pas trop habitués à ces prises de décision qui se font beaucoup dans les milieux anarchistes ou d'inspiration anarchiste comme les squats autogérés. Et du coup, ça a pu créer en fait assez vite, ça a pu inciter, démobiliser des gens qui se disaient bon, on passe beaucoup de temps, des heures et des heures, on n'arrive à rien, c'est difficile pour prendre des décisions. Donc c'était un des éléments. Il y a plein d'autres éléments qu'on peut évoquer, notamment par exemple ces engagements qui ont été souvent très intenses. Les gens se sont investis émotionnellement, vraiment très fortement, et du coup les phases d'engagement elles sont très très intenses, et puis les phases de désengagement c'est on n'en peut plus, on arrête. Et puis avec souvent des phases aussi de réengagement. En fait, c'est pas toujours un désengagement total, il peut y avoir des moments où on lève le pied et après on se remobilise. C'était notamment le cas sur une thématique, une mobilisation dans laquelle se sont beaucoup investis des indignés, c'est sur les expulsions de logement, qui était un peu le grand drame en fait, social de la période. Et il y avait déjà en fait un collectif contre les expulsions de logement qui existait juste avant les indignés, mais qui a été boosté par le mouvement. Il y a beaucoup de gens qui se sont investis là-dedans, et c'est quelque chose qui est très prudent en fait, qui est très dur aussi émotionnellement à gérer. Et donc là, c'est beaucoup de femmes en fait qui m'expliquent comment c'est un engagement difficile à tenir dans le temps, et comment elles ont pu s'engager sur d'autres thématiques après qui soient émotionnellement plus faciles à gérer. Enfin, donc on peut vraiment suivre comme ça les trajectoires d'engagement, c'est pas forcément linéaire. On peut avoir des phases d'engagement temporaires ou définitives. Les gens qui disent j'arrête complètement. Mais même chez ceux qui se sont désengagés, souvent on voit des traces en fait du mouvement. C'est ça qui est assez intéressant. On voit des traces du mouvement sur, par exemple, des manières de voir le monde social, des manières de voir les autres, de voir par exemple le mouvement de squatteurs, qui avait très mauvaise réputation en Espagne, et des gens qui pouvaient être assez éloignés du mouvement des squatteurs. Ils disaient, en fait, moi je les ai vus s'organiser, mais c'est super, enfin, c'est incroyable, en fait c'est pas l'image qu'on en a, et ça reste, même sur des gens qui se sont complètement désengagés. Qui se sont impliqués, je sais pas, 2-3 mois, et qui après vont dire ouais, ça va changer la vision que j'ai d'instant de. Donc on peut voir des effets quand même. Et après, un facteur de désengagement, je me suis beaucoup intéressée avec Podemos aussi. C'est-à-dire que les gens qui se sont impliqués à Podemos, certains étaient impliqués dans les indignés avant, d'autres pas, donc on voit le mouvement. Et là, il y a un désengagement qui a été très fort en fait. Les gens se sont beaucoup impliqués dans les cercles. Donc les cercles, si vous voulez, c'est les unités de base un peu du parti qui au départ étaient assez proches des assemblées des indignés dans la manière de fonctionner, sur la place publique, avec la rotation des fonctions, des choses comme ça. Et en fait, là il y a eu une description très forte, notamment quand il y a cet appareil qui s'est mis en place assez rapidement, de manière verticale, en laissant très peu, en dépossédant clairement les cercles en fait, de leurs prérogatives. Et donc là, il y a des trajectoires de désengagement qui sont très amères en fait, hein, dans le temps, des gens qui ont vraiment cru. Et je viens de ce que tu as commencé avec l'illusion. Moi, je commence comme ça dans le livre. L'illusion, en fait, c'est quelque chose que m'ont beaucoup répété les gens en Espagne. L'illusion, c'est vraiment un faux ami. Hein, c'est l'espoir. C'est difficile à traduire parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. C'est l'enthousiasme. Voilà, on a l'illusion d'un monde meilleur. Quoi. On va changer les choses. Et les gens, au départ, avec Podemos, c'est on y va. Quoi. Enfin, moi, je les voyais arriver dans les réunions. C'est l'illusion que ça va changer. Quoi. Et ces gens, je les ai retrouvés plusieurs années plus tard, enfin souvent je les ai suivis aussi de manière régulière, hein. Et ils disaient l'illusion, clairement là c'est plutôt l'illusion au sens français quoi, l'illusion elle est clairement plus là quoi, enfin c'est plus la même. Et dans cette trajectoire des engagements, je pense que cette structure très forte de Podemos par rapport à la préoccupation démocratique qui s'exprimait avec les indignés, ça a beaucoup joué. Le fait d'avoir l'impression que finalement c'était pas si... qui avait pu être mis en avant par rapport à Podemos pour s'appuyer sur les indignés, dans le temps, finalement, c'est un parti qui n'est pas si différent des autres, qui reproduit beaucoup de manières de faire des partis politiques classiques. Et donc là, les engagements, ils sont très, très, très forts, quoi. Essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est des engagements, c'est vraiment un des éléments que j'ai cherché à creuser, c'est notamment et principalement peut-être cette question démocratique. Est-ce que ça veut dire aussi que plus le mouvement se rapproche des formes institutionnelles, plus ça perd des militants potentiels quoi, aussi dans le mouvement?
dans sa structuration, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a des militants qui ont quitté le mouvement. Mais en même temps, il y a aussi des militants qui sont arrivés. D'accord. Alors, qui sont arrivés avec Podemos au départ, en tout cas. Le fait, c'est pas forcément la politique, enfin, l'institutionnalisation, au sens où on investit l'espace institutionnel. Ça a pu mobiliser pas mal de gens. Le fait de dire, voilà, on va essayer de... On s'est rendu compte qu'en faisant des manifestations, on n'arrivait pas forcément à grand-chose, d'avoir un impact sur les politiques publiques. Donc on va maintenant s'investir dans un parti, on va essayer de changer les choses. Ça en fait, à partir de 2014, le mouvement des Indes, clairement, elle était en déclin très fort, quoi. Et ça a remobilisé tout le monde. Les premiers cercles, en fait, ça nous voit un peu les assemblées des Indes. Donc c'est pas forcément le fait, voilà, c'est pas forcément le fait de s'intéresser, de s'impliquer dans la politique institutionnelle, dans les espaces institutionnels, ça a pu mobiliser des gens, mais c'est plutôt comment ça s'est fait en fait. Comment ça s'est fait et comment un parti qui au départ se disait mouvement, d'ailleurs plus que parti, et qui disait qu'il allait promener d'autres manières de faire de la politique, comment le fait que ce ne soit pas complètement tenu en fait, et c'est un peu... comment ça crée de l'éloignement en fait. Et donc je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le fait... l'institutionnalisation au sens où le mouvement social va s'institutionnaliser, ce qui est assez récemment, c'est qu'il y avait des gens par exemple qui au départ me disaient moi je reste depuis l'extérieur, on ne veut pas d'un parti politique, et en fait ils disent ça voilà, au début du mouvement, et quand il y a Podemos, ils disent si en fait on s'est rendu compte que si, il faut entrer dans les institutions, on sait qu'il y a des changements assez intéressants de point de vue. Donc c'est pas forcément le fait d'entrer dans les institutions, mais c'est le fait de reproduire un certain nombre de mécanismes, de manières de faire de la politique. Il y a eu beaucoup notamment de conflits internes, il y a une lutte fratricide entre les principaux leaders, il y a eu des reproductions de manières de faire de la politique assez machistes aussi, et ça, le fait qu'il y ait des consultations par exemple internes qui étaient proposées, mais qui étaient super, alors pas forcément manipulées en termes de résultats ou de procédures, mais sur quelles questions on posait, quelles questions on posait pas, le fait que les gens des militants de base ne pouvaient pas impacter ce qui se faisait par les dirigeants du parti, tout ça. C'est ça en fait plutôt qui a généré du désengagement, de dire en fait on n'est pas venu à Podemos pour ça en fait. Si c'est pour avoir un parti comme Izquierda Unida, qui est un peu la gauche plus classique, en fait Izquierda Unida c'est l'alliance autour du parti communiste. Si c'était pour militer à Izquierda Unida par exemple, j'aurais milité à Izquierda Unida. Et là je suis à Podemos pour faire de la politique autrement. Et comme ce n'est pas le cas, du coup je me désengage. C'est plutôt ça qui a créé du désengagement. Est-ce que c'est pas comme ça? Tu essaies de distinguer l'institutionnalisation de la verticalisation de Podemos, mais est-ce que c'est pas un peu complètement lié? Enfin, je pense à Piquet, à modérable de l'oligarchie, toutes les études sur les partis politiques, ils nous disent depuis un siècle qu'en gros, dans un système représentatif, un parti politique est voué quasiment à devenir vertical. Alors c'est vrai que c'est ce que montrent la plupart des travaux de sociologie politique, de dire que la logique, et même d'organisation au-delà des partis politiques en fait, l'organisation tend vers une confiscation du pouvoir par certains, et en même temps, il y a ça, mais en même temps, ça dépend aussi de choix, je pense, qui ont été faits au départ Podemos. C'est-à-dire que quand Podemos émerge, il émerge comme un mouvement qui est beaucoup plus ouvert que ça. En fait, en gros, quand Podemos émerge, ils se prend beaucoup à lancer le truc, et puis ça prend vraiment, ils s'y attendaient pas que ça prenne autant. Et puis il y a des gens qui créent des cercles un peu partout dans le pays, et alors ils contrôlent rien du tout. Ils contrôlent, moi j'ai rencontré l'équipe de campagne au départ, quelques mois, et ils disaient, mais alors, il y a des gens qui se revendiquent de Podemos partout, on ne sait pas du tout, ils nous demandent ce qu'il faut faire, on n'en sait rien. Et donc il y a vraiment un truc de progestion qui se met en place. Dans les premiers mois. Pas vraiment parce que les fondateurs voulaient ça, mais parce qu'ils n'avaient pas trop anticipé, ils n'avaient pas trop les moyens de... Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, Podemos s'est créé en janvier 2014. Il y a des élections, donc c'est pour les élections qui sont en mai 2014, élections européennes. Et à ces élections, Podemos en fait crée la surprise en ayant plus de 8% des voix, 5 sièges de députés européens. Et là, ils disent, bon, en fait, il y a quelque chose de sérieux à jouer, on va faire les statuts du parti. Ils le font de manière d'ailleurs très ouverte, c'est-à-dire que chaque cercle faut être 5 en gros pour proposer
des manières. Donc il y a plusieurs documents qui sont élaborés sur les principes politiques, éthiques, organisationnels. Donc il y a un vrai débat démocratique sur comment on s'organise. Et en fait, par exemple, si on regarde sur les principes organisationnels, il y a d'autres manières de s'organiser qui sont proposées. Et, alors qui ne voudrait pas dire que ce soit forcément comme une démocratie dans un mouvement social, parce que ça ne se pose pas de la même manière dans un parti politique, mais qui permettent de penser un petit peu autrement la démocratie partisane. Par exemple, le fait, plutôt que d'avoir un secrétaire général, un leader, d'avoir un porte-parole multiple, qui est 5 à 7 porte-parole au niveau national. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de pouvoir au cercle. Les cercles puissent avoir plus d'autonomie. Le fait, par exemple, d'avoir vraiment des consultations qui peuvent émerger des bases, en fait, à une sorte de référendum d'initiative citoyenne au sein du parti, ou encore le fait même d'avoir recours au tirage au sort. Ça, c'est des propositions qui sont mises sur la table. Notamment par des gens qui sont issus des indignés, du parti, et qui sont massivement soutenues par les militants des cercles. C'est des propositions qui arrivent en premier. Mais, en fait, l'équipe de fondatrices, donc c'est des professeurs d'université, qui ont si vous voulez, qui ont le pouvoir médiatique, en fait. C'est Pablo Iglesias qui est à la télévision et que tout le monde connaît. Eux, ils font une contre-proposition. Alors peut-être parce qu'ils connaissent plus aussi les théories politiques. Hein. Ils font une contre-proposition en disant, nous, l'année prochaine, 2015, il y a des élections municipales, régionales, nationales, il y a un coup à jouer. Il y a ce qu'ils appellent une fenêtre d'opportunité politique en prenant les théories politiques, en disant, là, il y a quelque chose à jouer, et ça, on ne joue pas avec une démocratie d'assemblée. C'est Pablo Iglesias qui dit, le ciel ne se conquiert pas par consensus, il se conquiert d'assaut. Donc il reprend une phrase de Marx en disant, et donc du coup, ils entérissent du coup un mode de fonctionnement qui est très classique en fait. Le secrétaire général, incarné par un homme, Pablo Iglesias, avec des pratiques très autoritaires, avec clairement, enfin moi j'ai pu observer depuis un cercle local qui en plus était dissident par rapport à la... C'est des purs, enfin, ça n'a rien envié. Donc c'est assez dramatique en fait, comment ça se met en place. On les tue pas, mais on les exclut. Mais on tue leur illusion quand même. Mais oui, c'est des purges. En tout cas, eux ils parlent de purges. Je sais que je parle de purges parce que les militants parlent de purges. Tu vois, pour te montrer le. Le mouvement Street-Hip-Hop, c'est pareil, ils parlent de purges. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, la démocratie au sein d'un parti, elle ne se pose pas de la même manière qu'au sein d'un mouvement social. Donc, effectivement, c'est normal, quelque part, que Podemos se soit organisé différemment que les indignés. D'ailleurs, c'était demandé par la plupart des gens, parce qu'il faut être efficace, parce que, voilà, il y a la conquête électorale et l'horizon hérodal qui a un impact sur la manière de s'organiser. Mais en même temps, est-ce que c'était la seule manière de s'organiser possible? Peut-être pas. En tout cas, il y avait d'autres alternatives qui étaient proposées, mais qui n'ont pas été, pas gagné parce qu'il y avait derrière, l'équipe qui avait le pouvoir médiatique. Ils ont fait une consultation, et comme c'était tout le monde qui pouvait voter, c'était très très ouvert, c'était pas seulement les militants, et donc en fait ils ont voté pour les gens, c'était plus visible quoi. Donc je pense que ça aurait pu aller plus loin en termes de démocratie partisane. Non, mais on va peut-être Bon, on peut passer sinon sur le cas français. Très rapide, il est 8h15, je crois. Effectivement. Ouais. C'est peut-être conclure. Ouais, je crois que peut-être on va demander à chacun d'entre vous 2 minutes de conclusion. Ouais. Éventuellement avec une petite référence au cas français. Ouais, mais quand on dit 2, on sait bien que ça va faire 5. Alors, moi j'ai effectivement j'ai commencé en travaillant sur le populisme en Amérique latine et il y a matière parce qu'effectivement c'est quand même une tradition classique de la politique latine-américaine qui est là depuis entre les années 30 et 60. Et moi je me suis emparé dans mes enquêtes d'un renouvellement de la tradition populiste au début des années 2000. Effectivement, on a cité le cas bolivien. J'ai fait dans ma thèse en réalité une comparaison entre les comités d'habitants des quartiers populaires vénézuéliens et la même chose à El Alto, c'est-à-dire le principal quartier populaire de La Paz à 4000 mètres d'altitude. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... Je vois, c'est mon téléphone.
ce qui s'est passé, c'est que le populisme, disons, a décliné en Amérique latine parce qu'il a produit énormément de tensions. On a évoqué une tension, cette contradiction entre la verticalisation et l'horizontalité, une place de plus en plus importante de l'État dans l'organisation sociale, une personnalisation des gouvernements, et surtout, il ne faut jamais oublier, le populisme produit depuis toujours en Amérique latine beaucoup de polarisation. Donc voilà, ça polarise la société entre deux camps, le camp du peuple, le camp des élites, donc le camp des partisans du peuple, le camp des partisans de l'élite. Et je l'ai vu à l'œuvre dans les quartiers populaires, voilà, des voisins qui se mettaient à chercher le traître du peuple dans les quartiers, voilà, des phénomènes d'ostracisation, etc. Bon. Et en même temps, j'étais très content parce que, en même temps que le populisme déclinait en Amérique latine, il naissait en Europe. Alors que, d'après ma thèse, le populisme n'a jamais existé en Europe. Parce qu'on parle beaucoup du boulangisme, mais en fait, le boulangisme, quand on regarde bien le phénomène boulangiste, le boulangisme n'a jamais été un populisme. Le boulangisme a été un proto-fascisme, c'est-à-dire une expérience fondatrice du phénomène fasciste en Europe. Donc Boulanger, s'il avait été au pouvoir, il aurait sans doute créé un État similaire à celui qu'a créé Mussolini. Ils venaient de la même matrice et ils avaient le même projet de république autoritaire. Donc, si vous voulez, pour moi, en Europe, il n'y a jamais eu de populisme. Il y a eu des expériences nationalistes, fascistes, mais qui n'ont rien à voir avec cette idéologie dont je vous parle, une idéologie qui est vraiment axée sur la question démocratique. Et donc les premières manifestations du populisme en Europe, qui sont en tout cas comparables avec ces trois expériences dont je vous ai parlé, apparaissent après la crise des subprimes de 2008, dans ces quatre contextes que j'ai décrits. Alors aujourd'hui, d'une certaine façon, le souffle est retombé là aussi, parce que ces mobilisations n'existent plus. Les partis d'ailleurs sont en très grande difficulté, mais on va voir ce qu'obtiendra la France Insoumise, c'est-à-dire l'Union Populaire, parce qu'à chaque campagne on change de nom, parce que effectivement le programme est le même que en 2017. En tout cas, Podemos est en très grande difficulté, Syriza n'existe plus, le mouvement 5 étoiles est désormais divisé entre... il y a énormément de démobilisation de la part des militants pour les raisons que tu as indiquées, et parce que le mouvement est devenu un mouvement d'establishment, pratiquement. Et par contre, ce qui est intéressant à observer, c'est que ces mobilisations sociales, si elles ont décliné, se sont aussi parfois renouvelées. Donc je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de mobilisation préalable à la France Insoumise. Il y a eu effectivement deux grandes mobilisations populistes, que sont Nuit debout et les Gilets jaunes, sont tout à fait comparables aux mobilisations sociales populistes en Amérique latine, mais qui n'ont pas donné lieu à un processus d'institutionnalisation tel qu'on l'observe en Amérique latine. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à Nuit debout, parce que Nuit debout, si vous voulez, c'était le mouvement social rêvé pour un américaniste comme moi, même si évidemment la composition sociale n'est absolument pas la même. Je travaillais sur des quartiers populaires très 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 précaires, et je suis passé à un mouvement social de la jeunesse, disons, de classe moyenne supérieure, très diplômée. Quoique, des enquêtes montrent que, quand on regarde sur l'ensemble de la fréquentation de la place de la République, si on se concentre uniquement sur la place de la République, Nuit debout est en réalité un mouvement assez populaire, puisque les chômeurs, ils sont surreprésentés par rapport à la médiane. Bon, il ne faut jamais oublier. Effectivement, la journée, ils sont peut-être pas là, mais le soir, ils sont là. Mais voilà, en tout cas, on est d'accord, mais l'enquête que j'ai menée sur Nuit debout, qui est une enquête extrêmement similaire à la tienne, c'est-à-dire que je les interroge tous les 3 ans, et j'essaye de comprendre leur devenir, leur trajectoire, est une enquête qui cherche à comprendre
de quelle façon, au fond, l'évolution politique des individus peut être en décalage par rapport à l'évolution du populisme institutionnel. Parce qu'évidemment, ils votent tous la France Insoumise, mais ils sont tous extrêmement critiques de la France Insoumise. De la même façon dont les indignés, le parti des indignés, le sont devenus vis-à-vis de Podemos. Et ils le sont pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que la France Insoumise, ils trouvent que c'est un parti très vertical, qui évidemment est très distant de ce modèle de démocratie radicale qu'ils avaient essayé de construire sur la place de la République, et qui était utopique au sens bon du terme, c'est-à-dire c'était une vraie utopie démocratique. Et quand on les observe dans leur devenir, on se rend compte qu'effectivement les effets de l'expérience qu'ils ont vécue sur la place de la République les suivent pendant des années dans leur quotidien, peut-être pas tellement dans leur politisation, ce qui est intéressant. Ils étaient parfois déjà militants, les effets ne sont pas les mêmes, je retrouve beaucoup de choses de ce que tu dis, mais ça les suit. C'est quelque chose dont tu n'as pas parlé, mais je pense que c'est présent dans ton terrain, dans leur manière de se rapporter à tout un tas de problèmes de la vie quotidienne qu'ils ne voyaient pas comme des problèmes politiques. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que Nuit debout a été un grand mouvement social contre le néolibéralisme. Le slogan de la place, c'était lutter contre le monde néolibéral. Et le mot monde était extrêmement important, c'est-à-dire lutter contre non seulement l'idéologie néolibérale, mais la façon dont le néolibéralisme organise nos vies, organise nos affects, organise nos expériences. Et en fait, ça c'est resté. C'est resté, c'est-à-dire qu'ils regardent leur vie quotidienne, leur rapport vis-à-vis de leur famille d'origine, leur manière de vivre leur sexualité, leur manière de penser l'institution scolaire, leur manière de penser le militantisme, bien sûr, avec ça dans la tête, c'est-à-dire avec un logiciel très égalitaire et extrêmement averti par rapport à la question du néolibéralisme, c'est-à-dire à la question qu'il faut à tout prix lutter contre la marchandisation de ce qui n'est pas marchand, de ce qui n'est pas vocation, de ce qui n'a pas vocation à être marchand. Donc ça, on l'observe vraiment dans leur vie quotidienne. Et moi, je trouve que ça relève de ces effets souterrains que souvent la science politique ne documente pas parce que on a l'habitude d'observer les trajectoires militantes, les rapports aux institutions politiques, les organisations politiques. Mais en fait, les mobilisations de ce type-là ont des effets qui dépassent largement les politisations militantes. Parce que pour un mouvement social aussi utopique, il s'agissait de changer la vie des individus. Effectivement, ce qui reste, c'est la façon dont ils pensent changer leur vie au quotidien dans leur rapport à la famille, à l'école, à toutes ces institutions. Peut-être pour faire le lien un peu avec la situation française, moi si je me suis intéressée aussi au cas espagnol, en fait on est dans un cas vraiment de laboratoire démocratique en Espagne depuis ce mouvement des indignés. Il y a beaucoup de choses qui ont été mis en place dans le mouvement social, dans les initiatives plus anarchistes, au niveau des partis, des institutions. Donc on est vraiment dans une situation de laboratoire politique qui est vraiment intéressante. C'était aussi pour illustrer, pour penser des alternatives également en France, où on a un contexte politique qui a quand même été assez différent sur la décennie. Ça, moi, je me suis rendu compte on a fait une enquête avec des collègues en 2014-2015, une enquête qu'on a fait à partir de groupes de discussion dans plusieurs endroits en France, avec des gens qui avaient des profils différents d'un point de vue social et politique, en posant la question qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans la démocratie aujourd'hui, et comment vous aimeriez que ça fonctionne autrement, comment ça pourrait fonctionner autrement. Et en fait, ce qui nous a étonnés, c'est le degré de résignation en fait, qui s'exprimait. C'est-à-dire qu'il y avait une critique très très forte qui était exprimée sur la démocratie représentative, sur les élus, les partis corrompus, qui ne s'intéressent pas à nous, qui sont vraiment quelque chose une critique très, très aiguë, aussi forte que ce qui pouvait s'exprimer en Espagne. Juste vous dire, cette enquête elle avait d'abord été faite aux États-Unis, elle a été faite par des collègues espagnols, après on l'a répliquée en France. Et en même temps, quand on arrivait aux questions, si
si on recommençait tout de zéro, qu'est-ce qu'on ferait? Et là, c'était plutôt l'incapacité à imaginer autre chose, en fait, ce qui s'exprimait, et à imaginer quelque chose au-delà de la démocratie représentative. Très peu de propositions, enfin d'idées qui pouvaient émerger, plutôt une critique, dès qu'on parlait par exemple de référendum, non, c'est pas possible, le peuple est incompétent, le tirage au sort, pareil, et donc la démocratie représentative, étonnamment, apparaissait comme un horizon indépassable, alors qu'elle était très fortement critiquée. Et alors ça a été en partie cette résignation démocratique, en partie, je ne sais pas si dépassée, en tout cas questionnée, avec les mouvements sociaux qui ont émergé ensuite. Donc en fait, elle a été réalisée en 2014-2015, avec Nuit debout et les Gilets jaunes, où on voit, surtout avec les Gilets jaunes, avec notamment cette proposition de référendum, le RIC, la référendum d'initiative citoyenne, comment cette question démocratique qui n'était pas centrale au départ, comment est-ce qu'elle a pris de l'ampleur, et finalement, quand il y a un mouvement social qui propose des formes alternatives, comment ça peut aussi créer un peu de manière d'envisager autre chose. Donc, c'est une enquête à penser aussi au regard de l'actualité, mais qui interroge. Et si on regarde un petit peu ces mouvements, juste pour comparer les mouvements de la Nuit debout et les Gilets jaunes par rapport au mouvement des indignés en Espagne, il y a un certain nombre de points communs en fait, de résonance. Si on regarde les principales revendications, et c'est le cas de la plupart des revendications, si on regarde à l'échelle mondiale depuis une décennie, depuis les printemps arabes, en fait, dans des contextes très différents, même si les contextes sont très différents, les principales revendications, c'est plus de justice sociale et plus de démocratie, en fait, contre les égalités et contre la manière de faire la politique des élites. Et ça traverse vraiment ces mobilisations, donc on trouve pas mal de points communs. On trouve des points communs sur les manières de s'organiser, surtout avec le Nuit debout. Nuit debout était beaucoup inspiré en fait des indignés espagnols. Et en fait, il y a quand même un certain nombre de différences en termes notamment d'effets que ça peut avoir sur la société et d'ampleur aussi de la mobilisation. Si on regarde Nuit debout par rapport aux indignés, c'est une mobilisation qui a été beaucoup plus faible en fait, numériquement, en termes de mobilisation, qui était moins hétérogène socialement aussi, même si tu as bien fait souligner que ce n'était pas si homogène qu'on a pu le présenter, mais le mouvement des indignés était beaucoup plus interclassiste que l'a été Nuit debout. Donc l'impact beaucoup plus fort du coup sur la société, la démocratie en Espagne que l'a été Nuit debout. Et puis avec les Gilets jaunes, là c'est intéressant parce que c'est pas complètement le même profil. Hein. Les Gilets jaunes, c'est quand même, il y a beaucoup les enquêtes ont montré qu'il y a beaucoup de classes populaires qui sont mobilisées, plutôt stabilisées, et de milieux périurbains et ruraux, alors que les indignés, c'est quand même un mouvement très urbain, qui regroupait à la fois les classes moyennes et les classes populaires, même si il y avait quand même les jeunes diplômés, déclassés étaient très présents, et le niveau de diplôme était assez fort, donc c'est des mouvements qui sont assez différents à ce niveau-là, au niveau de qui s'est mobilisé, qui est différent aussi en termes de diversité, je pense, idéologique. Les Gilets jaunes, je pense que c'est un mouvement qui a été beaucoup plus divers idéologiquement, avec des gens qui pouvaient être plus éloignés de la politique que les indignés, où la plupart des gens c'était des gens qui votaient en fait. Et clairement les indignés c'est un mouvement qui a été plutôt ancré à gauche dans les valeurs, en tout cas les valeurs progressistes, alors que les Gilets jaunes ça pouvait être plus divers, plus diversifié au niveau des propositions. Enfin, tout ça pour dire que on peut faire, en tout cas il y a des points communs. Ce qui est sûr c'est qu'il y a une préoccupation démocratique qui s'exprime ici aussi, qui s'est exprimée dans ces mouvements sociaux de la décennie, qui n'a pas forcément trouvé les mêmes relais institutionnels pour l'instant en tout cas. Et donc en fait l'idée de revenir sur le cas espagnol et ce qui a pu se faire depuis une décennie, c'est de voir un peu qu'est-ce qui s'est fait ailleurs et comment ça peut nous inspirer aussi dans différentes organisations et autant dans les milieux institutionnels que non institutionnels, parce que j'insiste là-dessus, souvent on a résumé les indignés que ça donnait à Podemos, et c'est pour ça que j'ai voulu faire un deuxième livre qui ne soit pas seulement sur Podemos, parce que Podemos est loin d'avoir épuisé en fait ce qui est sorti des indignés. C'est un des éléments, d'ailleurs qui est en partie en rupture et pas complètement issu des indignés, c'est un des éléments, et il y a plein d'autres choses en fait qui ont émergé dans les institutions et en dehors, et ça contribue aussi à la démocratie. Il y a ce qui se fait aussi en dehors des institutions, ce qui se fait dans les initiatives locales, ce qui se fait dans les mouvements sociaux,
Ça contribue aussi au changement démocratique, ça contribue aussi au changement des manières de faire de la politique, de voir la politique. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête, que la conquête électorale c'est un élément important, mais c'est pas le seul pour changer la démocratie. Merci bien. Voilà, du coup, il est 20h30, on va conclure, du coup on va arrêter là. Il y aura encore plein de choses à discuter. On n'a pas parlé d'émancipation par exemple, il y a plein de choses à dire. Donc vraiment merci, un grand merci à Héloïse et Federico. Merci à vous. On refera un autre café donc début juin, le 9 juin, sur la dette publique. Voilà. Donc thématique importante. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a possibilité, je crois, de grignoter voilà, quelque chose ici.